que j'ai fait durant mon postdoc à la Carnegie, aux côtés de Larry Nittler et de Conal Alexander sur les grains présolaires. Et vu que ce sujet s'y prête très bien, j'en profiterai également pour présenter un petit peu la NanoSim, c'est ce qu'on peut faire avec cet instrument pour ceux qui ne sont pas forcément parfaitement familiers avec ça. Et alors, est-ce que les diapos se succèdent? Non. D'accord, on va faire comme ça. J'ai pris le parti de faire une plutôt longue introduction historique à ce sujet parce que je ne suis pas forcément sûr que les détails scientifiques de tout ce que j'ai fait durant mon postdoc intéresseront tout le monde. Donc, je préfère bien planter le décor parce que je pars aussi du principe que les gens préfèrent les histoires et se souviennent mieux des anecdotes. Donc, je commencerai comme ça, et c'est un sujet que j'aime particulièrement parce que c'est l'étude de grains infiniment petits pour étudier l'infiniment grand. Et donc, je vais parler énormément d'étoiles, je vais parler un peu de météorites également, et évidemment un peu des éléments, de l'origine de la matière et des isotopes. Donc, c'est un sujet un peu fourre-tout. Et du coup, j'aime bien commencer par une diapo de résumé qui est celle-ci. Alors, c'est le nuage moléculaire du taureau, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec cette image. C'est une diapo de résumé parce que dans cette image, vous pourrez absolument voir tout ce dont je vais parler pendant ces 45-50 minutes qui vont venir. Je vais parler de supernova, je vais parler d'étoiles de différentes masses, de différentes luminosités. Je vais parler de nova, je vais parler de géantes rouges et je vais parler de poussière, de beaucoup de poussière comme on peut la voir ici. Et c'est un peu ce qui va relier un peu tous ces différents éléments qu'on peut voir ici. Mais avant, je vais évidemment parler de quelque chose avec lequel je pense tout le monde est plus ou moins familier, c'est-à-dire ce tableau périodique dont on connaît tous plus ou moins l'histoire. Je vais essayer de vous présenter la manière dont ce tableau peut être approché selon différents domaines scientifiques et les questions qu'il a pu soulever également. Donc, on est tous plus ou moins familiers avec certains éléments, voire tous, de ce tableau. Il y a l'approche bien connue des chimistes qui voient le tableau en grande famille d'éléments qui se regroupent selon leurs caractéristiques physiques, mais également leur comportement dans certains systèmes. C'est un casse-tête en général à apprendre pour tous les étudiants. Ça a été un enfer pour moi d'apprendre ça quand j'étais étudiant. Et par la suite, j'ai découvert une autre vision de ce tableau périodique, qui est une vision qui m'a beaucoup plus plu, qui est la vision des astronomes, qui eux, en général, le décrivent de cette manière, où ils considèrent que tout ce qui est plus lourd que l'hélium va être du métal, et tout ce qui est hydrogène et hélium vont être des non-métaux. Alors, ça peut paraître une vision très simpliste, mais c'est une vision qui a une origine et qui a une logique derrière que je vais essayer de vous présenter. Et qu'importe le fait qu'on soit chimiste, biologiste, astronome ou géochimiste ou quoi que ce soit, tous ces scientifiques, un jour ou l'autre, se sont posé la question de l'origine de ces éléments. Où et comment se sont formés ces éléments et dans quelles conditions et par quel processus. Donc, je vais commencer par un bref historique. Donc, ça commence un petit peu au début du XXe siècle et notamment dans les années 1920, où on commence à se poser la question de l'origine de l'énergie dans les étoiles. Et Rutherford, à la fin des années 1920, commence à émettre l'hypothèse qu'il est fort probable que ça provienne de la fusion de l'hydrogène. Et en 38-39, Hans Bethe énonce la PP chain, donc la proton-proton chain, donc la fusion de protons, la fusion d'atomes d'hydrogène pour former des éléments plus lourds avec l'émission de photons, de neutrinos et de positrons. Donc, énonce que ça, ce serait la source d'énergie principale dans les étoiles, et ça peut former des éléments comme l'hélium jusqu'au lithium-7 si les conditions sont rencontrées. Et par la suite, on peut fusionner des atomes d'hélium, par exemple 3 atomes d'hélium, pour former du carbone 12. Et quand on a du carbone, on pourra éventuellement commencer le cycle CNO, donc toujours un cycle de capture de protons pour former des éléments de plus en plus lourds jusqu'à l'azote 15, avec toujours cette émission d'énergie. Donc là, on commence à poser les bases des processus qui seraient la source d'énergie dans les étoiles, mais sans vraiment, pas dans le but d'expliquer l'origine des éléments.
car à cette époque, il y a une idée qui est relativement bien installée, qui est l'idée que tous les éléments se seraient formés lors du Big Bang, donc dans un seul événement commun, cataclysmique. Et c'est une idée qui est bien soutenue par Georges Gamow, qui a beaucoup travaillé sur ces processus de fusion de la matière et de synthèse d'éléments de plus en plus lourds. Et c'est une idée qui restera un peu quelque temps. Mais là où ça devient intéressant, c'était qu'en 1952, des astronomes décident d'observer une étoile géante rouge afin d'en étudier sa composition. Et ce qu'ils détectent dans leur spectre d'absorption de la surface de cette étoile, c'est du technétium. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec cet élément, mais c'est très très intéressant d'observer cet élément à la surface d'une étoile pour la simple et bonne raison que si je prends une petite portion de la charte des nucléides, donc de la gauche vers la droite, le nombre de neutrons augmente et du haut vers le bas, le nombre de protons augmente. Et si je m'intéresse particulièrement au technétium en soi, on s'aperçoit qu'il n'a aucun isotope stable. Donc le fait d'observer cet élément à la surface d'une étoile, si on part du postulat que tous les éléments se sont formés au moment du Big Bang, le technétium devrait être éteint et on ne devrait pas en détecter. Donc le fait de l'observer là, en 1952, implique que cet élément est en train de se former dans cette étoile et que donc ça remet en question tout ce paradigme de formation initiale au moment du Big Bang. Donc là, on est en 52, mais c'est une idée qui a déjà été avancée depuis les années 40, et notamment en 46 par Fred Hoyle ici, euh, qui, lui, commence à mentionner l'idée que tous les éléments, la plupart des éléments se seraient formés dans les étoiles. Donc, il réunit une équipe de chercheurs composée de Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge et William Fowler. Et de 1946 à 1957, ils vont travailler sur ce sujet et ça va s'achever par la publication en 1957 d'un énorme papier d'une centaine de pages dans la Reviews of Modern Physics, qui est aujourd'hui le socle de la nucléosynthèse stellaire et qui énonce tous les processus et les différentes étapes de formation des éléments, et notamment des éléments plus lourds que le fer, dans les étoiles, et notamment dans quel site astrophysique et dans quel événement stellaire. Donc souvent, la communauté se réfère à ce papier sous le nom de B2HF, en raison des initiales des auteurs. Et c'est une idée qui va de plus en plus prendre de poids et derrière laquelle Georges Gamow va finir par se ranger également et accepter en effet cette vision de formation des éléments dans les étoiles. Alors, ce qui est très intéressant, notamment dans ce papier, c'est qu'ils mettent en évidence l'importance des processus de capture de neutrons. Donc, on n'est plus dans de la fusion d'éléments de plus en plus lourds, mais là, on entre dans la capture de neutrons pour expliquer la formation des éléments plus lourds que le fer. Et notamment, il y a deux processus très importants dont je vais parler aujourd'hui parce qu'ils vont revenir dans cet exposé. C'est le processus de capture de neutrons lent, donc le slow process, ou qu'on appelle souvent le S-process, et qui énonce le fait qu'un élément va capturer un neutron, et si un élément instable se forme, la probabilité que cet élément subisse la décroissance radioactive va être plus importante que la probabilité pour cet élément de capturer un nouveau neutron. Donc tout simplement, ça explique que cet événement va principalement avoir lieu dans des environnements où le flux de neutrons est faible, où le flux de neutrons n'est pas assez important pour que la capture de neutrons soit plus rapide que la décroissance radioactive. Donc dans la charte des nucléides, ça donne en général des chemins de formation d'éléments qui suivent ces flèches oranges et qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle les éléments de type S, les éléments du processus S. Donc les auteurs du papier, le B2HF, suggère que cet événement aurait principalement lieu dans des étoiles géantes rouges, donc des étoiles qui entrent dans leur fin de vie. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Le deuxième processus qu'ils mettent en avant, c'est un processus un peu opposé à ça, qui est le processus R, donc rapide, où là, le flux de neutrons est tel que la probabilité pour un élément, même instable, de capturer un neutron va être beaucoup plus grande plutôt que la décroissance radioactive ne fasse effet. Donc là, en général, on va former des éléments qui sont très, 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 très riches en neutrons, donc très riches, plutôt à la droite de la charte des nucléides, et qui sont aussi caractéristiques. Là, en revanche, pour avoir de tels flux de neutrons,
il faut des événements astrophysiques cataclysmiques. Et les auteurs suggèrent que ça, ce serait plutôt dans tout ce qui est supernova, et que tous les éléments de ce type se formeraient en effet dans les supernovas ou dans d'autres processus encore inconnus à cette époque. À partir de là, la vision du tableau périodique commence à changer. Et là, on reconnaît un peu le tableau, la vision des astronomes que je vous ai présenté au début, où l'hélium et l'hydrogène seraient en effet formés durant le Big Bang, mais tout le reste des éléments seraient en revanche formés dans les étoiles, dans des processus astrophysiques, et notamment à travers la nucléosynthèse stellaire. Donc, je pense que vous êtes tous familiers avec comment fonctionne une étoile, mais pour aller très très vite, c'est en gros un plasma qui essaye de compenser son propre poids. Donc, quand le cœur de l'étoile va commencer à atteindre environ 15 millions de degrés, les fusions thermonucléaires de l'hydrogène vont se mettre en route. Un des produits de la fusion de l'hydrogène, c'est l'hélium. Donc, on va accumuler de l'hélium au cœur de l'étoile. Et quand il y aura suffisamment d'hélium pour que la fusion de l'hélium se déclenche, on va commencer à former du carbone et de l'oxygène, et on sera déjà dans l'étape de géante rouge de la vie de cette étoile. Ce qu'il advient ensuite pour ces étoiles, ça va dépendre de leur masse initiale. Donc les étoiles comme le Soleil, jusqu'à 8-10 masses solaires, vont devenir des géantes rouges. Si elles sont seules, ça va devenir des nébuleuses planétaires avec une naine blanche en leur cœur. Si c'est un système binaire, en revanche, comme ici, on va pouvoir éventuellement avoir des novas et des supernovas type 1. Et en revanche, pour toutes les étoiles plus massives, elles finiront leur vie dans des supernovas type 2 avec soit une étoile à neutrons en leur cœur, soit finalement un trou noir. Ce qui est intéressant, c'est que ces différentes fins de vie ne vont pas former les mêmes éléments forcément. Et ça, aujourd'hui, on le comprend de mieux en mieux et on l'étudie de mieux en mieux, et notamment grâce au grain présolaire. Mais donc voilà pour l'idée de ce papier de 1957 avec l'idée de la formation des éléments dans les étoiles. C'est quelque chose qui a été confirmé relativement rapidement et facilement à travers l'étude de la composition en effet de différentes étoiles de différents âges. Alors, quand on regarde les étoiles et quand on étudie leur composition, ce dont se sont aperçus les astronomes, c'est qu'il semble y avoir une relativement belle corrélation entre leur âge ici en abscisse et ce qu'on appelle leur métallicité, caractérisée par ce rapport de fer sur hydrogène, qui est en fait un indicateur de la quantité d'éléments lourds que l'on va trouver dans ces étoiles. Donc le Soleil se situe ici à 0, car la formule fait qu'on soustrait la composition solaire. Et donc on s'aperçoit que les étoiles les plus anciennes sont relativement légères comparées aux étoiles plus jeunes, que l'on peut voir ici. Et ça s'explique par le fait que les étoiles les plus anciennes ne se sont pas formées dans un environnement qui a déjà été pollué par des processus comme les supernovas qui enrichissent localement leur environnement en éléments plus lourds. Donc ça a été une des premières confirmations de cette hypothèse. Et comme je vous l'ai dit, les auteurs mettent en évidence l'importance des étoiles de type géante rouge dans la synthèse des éléments plus lourds que le fer. Et du coup, je vais devoir en parler un petit peu plus, et notamment d'une phase particulière de ces étoiles qui est la phase AGB, pour Asymptotic Giant Branch, et qui est une phase qui intervient juste après la phase de géante rouge. Donc là, en gros, c'est un diagramme de la température contre la luminosité d'une étoile pour une étoile de 2 masses solaires. En gros, on suit un peu son chemin de vie, sa destinée, où elle va passer à travers ces différentes étapes jusqu'à devenir une nébuleuse planétaire avec une naine blanche en son cœur. Mais ces étoiles AGB sont très intéressantes, et notamment on peut voir qu'il y a ces variations de luminosité et de température qui arrivent durant ce processus. Et je vais vous expliquer en quoi ces étoiles sont particulières et pourquoi c'est un lieu de synthèse des éléments de type S. Donc, si je m'intéresse un peu à la structure de ces étoiles, elles ont, comme toutes les étoiles, une couche convective très importante. Et ici, en jaune, elles ont une coquille de fusion de l'hydrogène qui surmonte en fait les cendres de cette fusion de l'hydrogène qui va être une coquille très riche en hélium, et qui surmonte elle-même une coquille plus fine de fusion d'hélium qui entoure un cœur de carbone et d'oxygène. Alors ces étoiles, elles suivent des processus très intéressants qui sont, comme je vous l'ai dit, elles ont cette structure avec les 2 coquilles de fusion de l'hydrogène et de l'hélium, mais ces coquilles ne vont pas être actives au même moment. Ce
qu'il arrive dans ces étoiles, c'est que leur source principale d'énergie, c'est la fusion de l'hélium, donc la fusion de l'hydrogène, pardon, donc qui intervient dans cette coquille. Au fur et à mesure que la fusion opère, on va accumuler de plus en plus d'hélium qui va s'accumuler dans cette coquille, dans cette coquille intermédiaire et qui va s'accumuler dans cette coquille-là. Quand il y aura suffisamment d'hélium, la fusion de l'hélium va s'activer soudainement. Ça va être un énorme relâchement d'énergie qui va être principalement capté par les couches supérieures, mais l'énergie générée durant cet événement va faire que ça va pousser les couches extérieures, les couches supérieures vers l'extérieur, pardon, donc l'étoile va en quelque sorte se dilater tellement que la fusion de l'hydrogène va cesser. C'est ce qui arrive dans ces instants-là. On va accumuler de plus en plus de carbone et d'oxygène dans le cœur parce que c'est un des produits de la fusion de l'hélium. Et au fur et à mesure que l'étoile se dilate, à un moment, la fusion de l'hydrogène s'arrête, puis la fusion de l'hélium va s'arrêter. Donc l'étoile va se recontracter de nouveau jusqu'à redéclencher la fusion de l'hydrogène dans cette région-ci. Et ça va se répéter pour certaines étoiles des milliers de fois. Mais ce qui est intéressant dans ces événements-là, c'est qu'après justement cet épisode de thermal pulse, comme on l'appelle, où la fusion de l'hélium se déclenche, cette cellule entre en convection et par la suite, la cellule convective ici va venir racler en quelque sorte les matériaux de ces couches inférieures et les apporter dans la surface. Donc la composition de la surface va changer et du coup la composition des vents et des gaz qui vont se condenser dans la surface, dans l'environnement stellaire va changer également. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans cette région-ci et cette région-ci, qu'on peut voir ici en violet, il va y avoir deux processus. Des processus de capture de l'hélium ici sur le néon 22 et ici sur le carbone 13, qui vont être d'énormes sources de neutrons. Et donc, s'il y a une source de neutrons, on va pouvoir en effet former des éléments plus lourds que le fer à travers la capture de neutrons. Donc, c'est pour ça que ces étoiles sont très importantes et en fait contribueraient énormément au bilan total de la galaxie pour tous les éléments plus lourds que le fer, car elles sont de faible masse et du coup, elles sont beaucoup plus abondantes que les étoiles qui vont finir leur vie en supernova. Donc voilà pour les étoiles LGB, j'y reviendrai plus tard parce que c'est des étoiles très importantes. Et en gros, la vision finale qu'on peut avoir, c'est que la plupart des éléments de type S se formeraient dans ces géants rouges et les éléments de type R se formeraient dans les supernovas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'étoiles qui finissent leur vie en supernova pour expliquer la totalité des éléments de type R qu'on peut retrouver dans notre galaxie, par exemple. Donc, il faut un autre processus, et ça a été suggéré déjà auparavant que si on a besoin de très très gros flux de neutrons pour former ces éléments de type R, rien de mieux que de faire entrer en collision deux étoiles à neutrons. Je pense qu'on pourra difficilement trouver une source plus importante de neutrons dans l'univers. Et ça a été confirmé très récemment avec les expériences d'interférométrie géante LIGO, qui ont détecté des ondes gravitationnelles caractéristiques d'un événement de collision d'étoiles à neutrons. Et des télescopes avec des détecteurs gamma ont tout de suite été axés dans la direction de cet événement afin de mesurer la radioactivité d'éléments de type R. Et ça a été confirmé. On a observé en effet la décroissance d'argent et de platine et de choses de ce genre. Et du coup, notre vision aujourd'hui du tableau périodique et de l'origine des éléments a drastiquement changé, mais beaucoup, beaucoup plus complète que celle qu'on pouvait avoir au début du XXe siècle, voire jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc voilà pour cette introduction un peu sur l'origine des éléments. Je reprends ma diapo de résumé et maintenant je vais essayer de vous montrer à travers l'histoire des grains présolaires ce que ces grains ont pu nous apporter comme contrainte sur notre compréhension de la nucléosynthèse stellaire et des différents événements astrophysiques que j'ai mentionnés ici. Donc là, je vais m'attarder un peu plus sur tout ce qui est la poussière en fait dans cette diapositive de résumé. Je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers avec les nuages moléculaires. Donc, je prends l'exemple du nuage moléculaire de Barnard 68 ici, qu'on peut voir en lumière visible. Quand on regarde dans l'infrarouge ou quand on arrive à percer cette coquille de poussière, on peut s'apercevoir en effet de la densité d'étoiles qu'il y a derrière et on comprend qu'en effet, ces environnements sont des environnements où les étoiles et les systèmes planétaires vont se former. Donc, je vais passer très vite là-dessus parce que je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers avec ça. La formation d'un système planétaire, c'est simple. Vous prenez un nuage moléculaire, une instabilité gravitationnelle va être déclenchée par différents processus. Un emballement gravitationnel va suivre.
on va former une proto-étoile, un disque de poussière et de gaz va se former autour de cette proto-étoile, et au bout d'un moment, quand en effet le cœur de l'étoile atteindra 15 millions de degrés environ, on pourra commencer la fusion thermonucléaire de l'hydrogène. L'étoile s'allumera, entre guillemets, tandis que dans le disque, les poussières vont coaguler, former des particules micrométriques, puis millimétriques, centimétriques, métriques, jusqu'à ce qu'on puisse former des corps kilométriques et de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre que sont les planétésimaux, qui permettront la formation de planètes, comme par exemple dans le cas de notre système solaire. Donc, notre système solaire, je pense qu'on est tous également familiers avec ça, avec le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et ensuite les géantes telles que Jupiter et Saturne. Et on sait qu'entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, il y a cette ceinture de débris de la formation des planètes, qui est la ceinture d'astéroïdes. Avec des astéroïdes comme Ryugu, dont on parlait beaucoup en Hayabusa 2, et comme Vesta. Donc ces astéroïdes, on sait qu'ils se regroupent selon deux grandes familles, que sont les astéroïdes dits primitifs et les astéroïdes dits différenciés. Les astéroïdes primitifs n'ont pas subi de changements majeurs, ils n'ont pas subi un événement de fusion totale ou partielle qui aurait pu leur conférer une structure comme les astéroïdes différenciés, c'est-à-dire avec un noyau métallique et un manteau et une croûte silicatée. Dans la ceinture d'astéroïdes, il arrive que ces astéroïdes entrent en collision et que des fragments soient éjectés sur des orbites instables dont ils seront éjectés de nouveau, et ils finiront parfois leur course sur des orbites géocroiseuses, et donc ils atteindront la surface de la Terre dans des événements lumineux, dans des événements très très lumineux qu'on appelle les météores, et qui sont parfois extrêmement bien documentés grâce au dashcam des voitures russes, comme ça a été le cas en 2013 avec la chute de Chelyabinsk. Donc ce type d'événement et de documentation permet parfois de recouvrir les échantillons très très rapidement, et c'est comme ça que nos collections de météorites sont constituées. Et du fait que les météorites sont des fragments de ces astéroïdes, elles se regroupent selon le même type de famille, c'est-à-dire les météorites dites primitives, que sont les chondrites, que vous voyez ici, et les météorites dites différenciées, que vont être les météorites de pierreuse et de métal, les achondrites et les météorites de fer. Et dans les météorites différenciées, il y a également les météorites martiennes et les météorites lunaires. Donc moi, je parlerai principalement des chondrites, et j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi, parce que c'est dans ces météorites qu'on va retrouver nos grains présolaires, et ces météorites ne vont pas nous donner les mêmes informations. C'est-à-dire que les météorites différenciées vont, par exemple, pouvoir nous servir d'analogue pour étudier les structures internes des planètes qui ne nous sont pas accessibles, tandis que le caractère primitif des chondrites va nous permettre d'étudier les premiers instants du système solaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce type d'objet, qui ne sont pas du tout familiers avec les chondrites, ici, je vous présente une image en électrons rétrodiffusés. Donc, tout ce qui est clair, c'est ce qui va être plutôt riche en éléments lourds, comme le fer. Donc, ça va être du métal ou des sulfides ou des silicates riches en fer, par exemple. Et tout ce qui est plus sombre, ça va être ce qui va être plus riche en éléments plus légers, comme le magnésium, le silicium, le calcium, des choses comme ça. Donc là, c'est une chondrite carbonée de type Cm. Et alors, ce qu'on peut voir dans ces chondrites, ce sont des chondres qui leur donnent ce nom. Donc, les chondres, ce sont tout simplement des billes de magma qui ont cristallisé en apesanteur, qui ont donc ces structures généralement plutôt sphériques. On trouve du métal, qu'on peut retrouver également piégé dans ces chondres, comme ici, mais parfois isolé dans cette météorite. On trouve également des inclusions réfractaires riches en calcium et en aluminium, que l'on peut voir ici, et qui, de par leur caractère réfractaire, se seraient condensés en premier dans le système solaire, et du coup nous ont permis de dater le système solaire. Et tous ces différents constituants que l'on peut rencontrer dans les chondrites sont cimentés dans une matrice à grains fins, avec une composition plutôt silicatée, plutôt olivine, composée de silicates amorphes, donc de verre, et d'une petite portion de silicate cristallin. Et dans les chondrites carbonées, il y a également pas mal de matière organique, donc de macromolécules carbonées, qui peut se retrouver piégées là-dedans et qui pourraient avoir contribué à l'émergence de la vie sur Terre. Lorsque les astéroïdes se forment
À partir de tous ces différents constituants, ils se forment en général dans une région où l'eau existe sous forme de glace, et donc ils vont également piéger des particules de glace qui vont éventuellement fondre dans l'histoire de l'astéroïde, principalement due à la radioactivité de certains éléments. Et cette fonte va faire que de l'eau ou des fluides vont pouvoir éventuellement circuler dans ce matériau et altérer et changer la minéralogie primitive, et ce qui fait qu'on peut perdre des informations. Notamment la matrice est très très sensible à ça, et la matrice va tout de suite pratiquement se transformer en phyllosilicate. Donc maintenant, pour les grains présolaires, si je reprends ma petite fresque, maintenant on est en 64 et 69, et différentes équipes décident d'étudier la composition isotopique de fragments de météorites en gaz rares, et notamment en xénon et en néon. Donc ils prennent des fragments de météorites, ils les broient, ils les chauffent à différentes températures successivement, et ils en mesurent les différentes compositions qui sont relâchées durant cette chauffe. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'il y a d'importantes anomalies en isotopes légers et lourds du xénon dans certaines, mais également des anomalies pour les isotopes pairs et intermédiaires du xénon, comme on peut le voir ici, et des anomalies très importantes à basse température, à low température, donc une composition exotique en néon à basse température, et à haute température, ici, très différente de celle que l'on peut voir dans l'atmosphère terrestre ou dans le Soleil. Donc, du fait des hautes températures auxquelles ces phases sont relarguées, les scientifiques comprennent que les phases porteuses ne sont pas des phases qui ont déjà pu être isolées et étudiées, mais sont des phases qui sont réfractaires, mais probablement de taille d'une centaine de nanomètres à quelques microns, et probablement piégées dans la matrice de ces météorites. Donc, le but va être maintenant d'isoler ces phases, mais ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, le pragmatisme des scientifiques fait qu'au lieu de passer des années à chercher une aiguille dans une botte de foin, certains ont décidé de brûler la botte de foin pour en trouver l'aiguille, littéralement, comme ça a été publié. Burn the haystack to find the needle. Et ils ont donc exposé des fragments de météorites à différents acides afin de se débarrasser des silicates, de la matière organique, des sulfures. Et par la suite, ils ont fait une séparation colloïdale. Donc, ils ont pu isoler des nanodiamants de quelques angstroms, comme on peut le voir ici. Ensuite, une séparation par densité, et ils ont pu recouvrir des graphites. Et par la suite, ils ont continué un peu ce processus de nettoyage avec des acides, et ils ont fini par isoler des phases très très réfractaires que sont les carbures de silicium, qui peuvent être d'une centaine de nanomètres, voire moins, à quelques microns, beaucoup plus rarement. Donc voilà un exemple. Et par la suite, ils ont décidé d'analyser la composition en xénon et en néon de ces phases de manière isolée. Ce dont ils se sont aperçus, c'est que cette anomalie de xénon high and low, donc qu'on peut voir ici, est portée par les graphites. Cette anomalie-ci est portée par les carbures de silicium. Et en ce qui concerne le néon, l'anomalie à basse température viendrait des graphites, et celle à haute température des carbures de silicium. Donc on a isolé les phases porteuses de ces anomalies, et ce qui est très intéressant, c'est que ces anomalies sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas être expliquées par des processus soit de mélange, soit de fractionnement dans le système solaire. La seule explication qu'il puisse y avoir pour ces anomalies, c'est la nucléosynthèse stellaire. Donc en fait, ils comprennent très rapidement que ces anomalies ne peuvent que s'expliquer par le processus R, le processus P et le processus S, et que donc ces grains qu'ils viennent d'isoler sont des grains qui se sont formés dans les éjections de géantes rouges ou de supernovas, et que ce sont donc des grains présolaires. On a pour la première fois isolé des minéraux qui se seraient formés avant le système solaire lui-même. C'est là que l'étude des grains présolaires a commencé. Et par la suite, on a continué ce travail d'isolement de grains présolaires. On a continué les analyses. Les bases de données sont devenues considérables aujourd'hui, et notamment pour les carbures de silicium, où ici, je vous présente, donc, attention, c'est des rapports isotopiques, on n'est plus dans des notations delta. Donc, du rapport isotopique du carbone 12 sur le carbone 13 et de l'azote 14 sur l'azote 15. Et on voit que ces grains se regroupent selon ces deux rapports isotopiques en familles de même origine stellaire. Donc, on a ceux qui viendraient des étoiles AGB, ceux qui viendraient éventuellement des étoiles de type J, ceux qui viendraient des novas et ceux qui viendraient des supernovas. Et au centre de ce diagramme, on peut trouver le système solaire et tous les différents constituants
du système solaire dans ce tout petit diagramme. Et c'est là où on s'aperçoit qu'aucun processus ne pourrait expliquer de telles variations de composition seulement à travers des processus de fractionnement ou de mélange dans le système solaire. Donc c'est une évidence que ces grains n'ont pas une origine solaire. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on ne recouvre que les phases réfractaires. Mais lorsqu'on regarde le milieu interstellaire, on s'aperçoit que la poussière du milieu interstellaire est très très riche en oxygène et que c'est principalement des silicates, voire des oxydes. Sauf que ces phases-là vont être détruites dans ce processus d'isolation des carbures de silicium et des graphites. Donc on savait qu'on s'attendait à en trouver, mais la technologie ne nous permettait pas, et c'est là qu'intervient la NanoSIMS. Donc il faut attendre 2003 et la naissance de la NanoSIMS qui a été en fait conçue à cet effet. Et la NanoSIMS, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec vous, je vais vous la présenter brièvement. Donc c'est un spectromètre de masse classique avec un secteur électrostatique ici et un secteur magnétique ici. Et c'est un instrument qui a l'avantage d'être très très peu destructeur, donc on n'a plus besoin de broyer des milligrammes de météorites, de précieuses météorites. On peut simplement insérer une section de météorites dans l'instrument et on va focaliser à la surface d'un minéral de cette météorite un faisceau d'ion d'une centaine de nanomètres environ. Donc on peut faire des analyses en spot ou on peut faire également des cartes en balayant ce faisceau à la surface du minéral et on peut obtenir des cartes isotopiques. Donc quand on expose le minéral de la météorite à ce faisceau d'ion, des particules vont être éjectées, donc des molécules, des atomes, mais également des ions. Et les ions vont être dirigés vers le secteur électrostatique, où ils vont être filtrés selon leur énergie. Ensuite, il y a un jeu de fente qui va nous permettre de sélectionner que les trajectoires qui correspondent à des énergies qui nous intéressent. Et enfin, les ions qui restent vont être envoyés dans le secteur magnétique où ils vont être déviés en fonction de leur masse. Il y a une nouvelle sélection avec des fentes qui va s'opérer, qui va nous permettre de conserver uniquement les ions qui nous intéressent. Et une suite de détecteurs, soit des cages de Faraday, soit des électrons multiplicateurs, vont être positionnés à la rencontre de ces trajectoires et vont nous permettre de mesurer la composition isotopique du minéral qu'on est en train d'analyser. Donc, c'est grâce à cet instrument qu'on a pu détecter des grains présolaires dans des météorites, mais également dans des poussières interplanétaires qui sont des particules de comètes. Et cet instrument a le bon goût d'avoir deux sources différentes qu'on ne peut pas utiliser simultanément, mais qui nous permettent d'étudier un échantillon qui nous donne accès, en fait, ces deux sources nous donnent accès à la quasi-totalité des éléments du tableau périodique. Donc, c'est quand même un instrument assez puissant en termes d'analyse. Et comment ça se passe, du coup, pour les grains présolaires? Alors, pour les grains présolaires, comme je vous l'ai dit, ce sont des particules d'une centaine de nanomètres jusqu'à quelques microns, beaucoup plus rarement, qui vont être piégés dans cette matrice à grains fins des chondrites. Donc, en général, on veut une météorite qui est plutôt préservée, c'est-à-dire qui vient d'un astéroïde qui n'a pas vu trop d'eau et qui n'a pas vu trop de chauffe non plus, donc qui n'a pas été trop modifié, pour faire en sorte que la matrice soit aussi préservée que possible. Et donc, on s'assure de cette manière qu'on va trouver autant de grains présolaires que possible. Donc là, c'est la météorite Akfer 094, qui est connue pour être une de nos chondrites carbonées les mieux préservées. On retrouve les chondres, on retrouve le métal, on retrouve les sulfures, et on retrouve cette matrice à grains fins un peu partout en vert ici. Donc là, on va dans une région où il y a pas mal de matrices, on essaie d'éviter les gros minéraux autant que possible. Et comment on va procéder? On va analyser ces régions morceau par morceau. Donc, on va analyser des zones de 15 microns, de 10 à 15 microns, ça dépend, de 10 à 15 microns. Et auparavant, on va implanter énormément de césium dans une région un peu plus grande, parce que le césium va favoriser l'émission d'ions négatifs, donc d'émissions d'ions comme l'oxygène. Et ensuite, on analyse une région centrale un peu plus petite, comme ici. Chaque analyse dure environ 1 heure. Donc, chaque petit carré que vous voyez ici, c'est environ 1 heure de mesure. Et on fait ça de manière en routine, c'est-à-dire que l'instrument va faire ses mesures automatiquement durant la journée ou durant la nuit ou parfois durant plusieurs jours. Et à la fin, on analyse ces régions une par une.
Donc, à quoi ressemble la détection d'un grain présolaire? Donc là, je prends une région où un grain a été détecté. Le carré bleu ici, c'est la région analysée par la NanoSIMS. Et voici la carte du rapport oxygène 17 sur oxygène 16 de cette région. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que la région est relativement homogène, isotopiquement parlant, à l'exception de cette région-ci, qui est extrêmement enrichie en isotope 17. Et ça, on sait que c'est la caractéristique, par exemple, d'un grain présolaire. C'est une énorme déviation de la composition en oxygène relativement à la composition solaire. On regarde cette région d'une manière un peu différente. On fait une carte des déviations sigma du rapport isotopique. C'est-à-dire que cette fois-ci, chaque pixel ne va pas être une composition isotopique, mais un nombre sigma de déviation par rapport à la valeur standard, qui va être la valeur solaire. Donc là, on s'aperçoit bien que la région est plutôt très homogène, à l'exception de cette région qui va peut-être être différente de 4, 5, 10, 30, voire 60 sigma parfois. Donc, à quoi ressemblent les compositions isotopiques de ces grains présolaires? Donc là, on est dans un diagramme oxygène 18 contre oxygène 16. Les pointillés sont les compositions solaires, donc on retrouve le système solaire au centre, et tout ce qui peut être mesuré en oxygène va se retrouver dans ce petit carré. Alors, comment peut-on être sûr que ces anomalies sont bien des grains présolaires? Tout simplement parce que les compositions sont extrêmement différentes de ce que l'on peut observer dans le système solaire. Donc là, ce sont pour les silicates présolaires. On peut voir des enrichissements extrêmement importants qui peuvent aller jusqu'à 40 pour 1000 parfois de différence, 40 000 pour 1000 pardon, de différence par rapport à la composition solaire, des appauvrissements également très importants et des enrichissements importants dans les deux isotopes. Pour les oxydes, ça suit le même chemin avec parfois des appauvrissements encore plus importants. Et de la même manière que pour les carbures de silicium, seulement à partir de leur composition en oxygène, on est capable de regrouper ces grains selon leur origine stellaire. C'est-à-dire que ceux qui vont être le plus enrichis en oxygène 17 ne peuvent que s'expliquer par des événements de type nova. Ceux qui ont des compositions riches en oxygène 17 et en oxygène 18 peuvent seulement s'expliquer par des étoiles de type supernova. Et le reste, en revanche, s'explique très bien par ces étoiles AGB que j'ai mentionnées au début, de différentes masses et de différentes métallicités. Donc en général, on se réfère à ces groupes comme groupe 1, 2, 3 et 4, et vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ça. Donc voilà pour les grains présolaires, les différents grains présolaires. Donc on a ces grains qui sont riches en carbone, que peuvent être les graphites, les nanodiamants et les carbures de silicium. Et de l'autre côté, on a ces grains riches en oxygène, ce sont les silicates et les oxydes. En termes d'abondance, les nanodiamants apparaissent comme les plus abondants. Le seul problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que on met en évidence de plus en plus qu'on peut former des nanodiamants dans le disque protoplanétaire, par exemple dans des fronts de choc. Et du fait de leur taille de quelques angstroms, il est impossible de les isoler un à un et de détecter ceux qui porteraient cette anomalie en xénon, et donc de mesurer avec précision l'abondance de nanodiamants présolaires. On n'a pas d'idée précise sur l'abondance de nanodiamants présolaires. Ce qui fait que les silicates apparaissent comme étant les plus abondants à l'heure actuelle dans les météorites et même dans les matériaux du système solaire, avec jusqu'à 260 ppm dans certaines météorites et entre 400 et 500 dans les poussières interplanétaires. Et viennent ensuite les carbures de silicium, mais qui, eux, sont beaucoup plus simples à isoler. Donc voilà un peu pour l'histoire des grains présolaires. Et maintenant, je vais finir ce résumé, quelques 10-15 minutes qui me restent, je ne sais pas, en vous montrant ce que les grains présolaires peuvent nous apporter sur notre compréhension des phénomènes astrophysiques de notre galaxie et de notre galaxie. Je me sers également des grains présolaires pour contraindre un peu les processus qui peuvent intervenir dans le système solaire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais plutôt me focaliser sur ces deux aspects. Et je vais commencer par vous montrer l'impact des grains présolaires en termes de contraintes sur les processus de nucléosynthèse avec un exemple. Donc là, je vous présente un peu la structure d'une étoile massive avant qu'elle ne devienne une supernova. Et c'est en général une structure en oignon où on va retrouver les éléments les plus lourds proches du cœur et les éléments les plus légers vers la surface. Et au moment où cette étoile va s'effondrer sur elle-même,
où il va y avoir cet effet de rebond sur le cœur de l'étoile qui va éjecter toutes ces couches dans le milieu interstellaire, va y avoir énormément de mélange entre ces couches. Sauf que je vous l'ai dit, on a des carbures de silicium qui viennent d'étoiles supernovas. On sait à partir de leur composition isotopique en carbone et en azote que ces carbures de silicium se sont formés dans des supernovas. Le problème, c'est que quand on regarde cette structure et quand on essaye de tout mélanger, comment faire pour être capable de mélanger les couches riches en silicium avec les couches riches en carbone sans les mélanger avec toutes ces couches riches en oxygène? C'est-à-dire comment faire des phases carbonées et pas des phases riches en oxygène dans une structure telle que celle-ci. Donc ça a été une des premières contraintes, par exemple, qu'ont pu apporter ces grains présolaires dans notre compréhension des supernovas. Et il y a eu des réponses au fur et à mesure des années. Il y a en effet des gens qui ont fait des modèles où il semblerait que dans les supernovas, il puisse se développer des instabilités de Rayleigh, qu'on appelle des doigts de Rayleigh, qui permettent de mélanger du matériau des régions internes avec du matériau des régions externes, comme ici, sans forcément d'interaction avec le matériau intermédiaire, comme c'est le cas ici. Ça, c'est un des modèles à l'heure actuelle. Et plus récemment, il y a un autre modèle qui a été suggéré en 2015, où il semblerait que pour des étoiles de certaines masses et dans certaines conditions, il se pourrait qu'entre la couche d'hélium-carbone et d'oxygène-carbone ici, se forme une fine couche riche en carbone et en silicium, qui serait en fait idéale pour la formation de ces carbures de silicium. Et c'est là où en fait ce jeu de va-et-vient entre les astrophysiciens qui font ces simulations et les cosmochimistes qui étudient les grains présolaires entre en jeu. C'est-à-dire que les cosmochimistes vont analyser ces grains présolaires, vont analyser leur composition isotopique en différents éléments, par exemple le carbone, le silicium, mais ça peut être aussi en titane et en fer. Et à partir de ces compositions isotopiques, ils vont prendre ces simulations de supernova, mélanger les couches dans différentes proportions pour essayer de faire en sorte d'avoir une composition qui corresponde parfaitement à celle qu'ils ont mesurée. Le problème, c'est que si on arrive à faire ce petit jeu de mélange de couches et qui correspondent bien à la composition isotopique en carbone et en silicium, en général, on n'arrive pas à faire correspondre à la composition isotopique en tous les éléments d'un même grain. Et c'est là où, en fait, ces grains, ce dialogue s'instaure en disant bah, le modèle fonctionne pour tel et tel isotope, mais ça ne marche pas pour tel et tel isotope, donc il doit se passer quelque chose d'autre dans le processus de mélange qui doit expliquer cette composition aussi. Et c'est là où l'importance des grains présolaires dans la compréhension des étoiles est très, très importante. Donc ça, c'est un des premiers exemples. Et un autre exemple, c'est l'utilisation des grains présolaires comme suivi, comme enregistrement de l'évolution chimique de la galaxie. Et là, je terminerai en fait là-dessus. C'est un peu ce que j'ai fait durant mon postdoc à la Carnegie. Donc, je pense que vous êtes tous familiers plus ou moins avec la Voie lactée, par exemple. Et si je prends une région un peu plus petite de la Galaxie au début de la Voie lactée au début de son histoire, elle a une composition initiale qui est appauvrie en éléments lourds parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'être synthétisés abondamment dans des événements de collision d'étoiles à neutrons ou de supernovas ou dans les vents d'étoiles AGB. Et si je fais une vision un peu enfantine de ce qui se passe, et bien à un moment, une supernova va se déclencher, va polluer son environnement local. Il se peut qu'une étoile de faible masse se forme dans cet environnement pollué et du coup enregistre cette composition, qu'elle modifiera peu parce que sa masse ne lui permet pas d'atteindre des températures qui lui permettront de modifier la composition qu'elle a enregistrée. Et vous répétez ça tout le long de l'histoire de la galaxie, et on retrouve un peu cette sorte de corrélation qu'on voyait dans les étoiles plus jeunes et plus vieilles avec la métallicité. Donc les grains présolaires interviennent comme dans cette compréhension où on peut prendre par exemple des carbures de silicium qui proviendraient de ces étoiles de faible masse et on va s'intéresser à leur composition isotopique en silicium car elle est très très peu modifiée comparée aux éléments plus légers dans ces étoiles. Donc on sait qu'on va en gros mesurer la composition isotopique en silicium au moment de la formation de l'étoile. Donc ça a été fait et on a observé cette belle corrélation entre le silicium 29 et le silicium 30 qui a été interprétée comme en effet cette évolution chimique de la galaxie avec la métallicité du Soleil ici et des étoiles de métallicité plus importante
dont on aurait piégé les carbures de silicium dans les astéroïdes, par exemple. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, les étoiles qui ont des métallicités plus importantes semblent être plus jeunes. Donc, comment expliquer qu'on ait des grains d'étoiles qui devraient être plus jeunes que le Soleil dans le système solaire? Donc, ça a un peu remis en question cette idée d'un environnement relativement homogène de formation des étoiles. Et ça a également, c'est pas un sujet c'est pas un débat qui est clos aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer en effet cette hétérogénéité. Certains avancent que ce serait dû à des étoiles qui viendraient des régions internes de la galaxie et qui auraient migré vers les régions externes de la galaxie. Car en effet, on observe que le centre de la galaxie, les étoiles sont un peu plus lourdes, entre guillemets, des concentrations en éléments lourds plus importantes que les étoiles des régions externes. Donc cette migration permettrait d'expliquer cette hétérogénéité. Une des autres hypothèses qui a été avancée et qui est un peu remise au goût du jour récemment, car des observations suggèrent que ce serait possible, ce serait que notre galaxie, à un moment donné de son histoire, a fusionné avec une galaxie naine qui n'avait pas la même composition relativement. Et donc on aurait cette hétérogénéité générée à travers cette collision. Ça, c'est une des hypothèses, ce n'est pas un sujet qui est clos aujourd'hui. Le seul inconvénient qu'on a, c'est que ces contraintes sur l'évolution chimique de la galaxie, on les tient principalement des carbures de silicium, parce qu'ils sont faciles à isoler, donc ils ont été beaucoup étudiés. Mais on sait que les silicates sont plus abondants, alors pourquoi ne pas regarder leur composition isotopique en silicium et en magnésium, par exemple? Pourquoi le magnésium? Parce que, comme pour le silicium, le magnésium va être très peu modifié dans ces étoiles de faible masse. Le problème, c'est que c'était pas possible, tout simplement. Jusqu'à très récemment, c'était quasiment impossible de faire ces mesures du silicium et du magnésium dans les silicates et oxydes présolaires, car la source en oxygène qui nous permet d'accéder à ces isotopes avait une résolution beaucoup trop grande, beaucoup trop faible, pardon, pour nous permettre d'analyser des grains présolaires. C'est-à-dire qu'on avait une résolution de 200 à 400 nanomètres, alors que nos grains font en général une centaine de nanomètres. Et de plus, cette source était extrêmement instable. Mais récemment, il y a eu le développement d'une nouvelle source. Donc là, je vous présente, là c'est la NanoSIMS à la Carnegie, mais le muséum est également équipé de cette nouvelle source RF Plasma Hyperion, qui, elle, nous offre une résolution qui n'a plus rien à voir et qui est comparable à celle de la source césium et qui est donc idéale pour ce genre d'études. C'est une énorme avancée pour cet instrument. En plus, cette source est extrêmement stable et c'est un bonheur de faire des mesures avec ça. Donc évidemment, quand on a commencé à travailler là-dessus avec Larry Nittler, on s'est un peu fait devancer par une équipe allemande de Jan Leitner et Peter Hopp qui ont eu la même idée. Donc ils ont identifié des grains présolaires sur composition en oxygène, donc des grains du groupe 1, donc qui viendraient de ces étoiles de faible masse, et ils ont mesuré leur composition isotopique en magnésium. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que beaucoup de ces grains avaient des compositions isotopiques en magnésium qui n'étaient pas du tout explicables par ces étoiles de faible masse. Et eux l'expliquent davantage avec des supernovas. Donc le problème qu'on a avec Larry, avec les supernovas, c'est que, comme je vous l'ai dit, les supernovas, il suffit de mélanger les couches qu'on veut dans les bonnes proportions et au final, on a la composition qui nous arrange pour nos grains. C'est un peu, entre guillemets, la solution de facilité. C'est pas si simple, mais c'est un peu la solution de facilité. Donc nous, on s'est quand même lancé dans cette étude, mais avec une différente approche. Donc on a repris la météorite d'Aqufer 094, comme je vous l'ai dit. On a détecté des grains présolaires grâce à leur composition isotopique en oxygène, grâce à la NanoSIMS, donc avec la source césium. Et par la suite, on est retourné sur ces mêmes grains, mais cette fois-ci avec la source Hyperion en oxygène, pour mesurer leur composition en magnésium et en silicium. Donc, comment ça se passe? Donc, je reprends une région. Je détecte un grain présolaire ici. Là, je vous présente une carte de l'oxyde d'aluminium parce qu'en fait, j'ai un peu plus de formes distinguables qui vont me permettre de le relocaliser le grain plus facilement. Donc là, on est avec le césium. Ensuite, je passe à l'oxygène. D'abord 10 microns pour être sûr que je suis au bon endroit, puis 5 microns par précaution. Et enfin, je fais 1 heure d'analyse à 2 microns et je détecte là où le grain devrait être une anomalie en magnésium 25 ou 26, par exemple, comme ici. Donc, on a fait ça pour nos grains. Donc, voilà les grains qu'on a détectés en oxygène, donc des grains de ce groupe 1, donc qui devraient avoir une origine stellaire dans ces étoiles de faible masse.
Et voilà leur composition isotopique en silicium. Donc, ça ne nous apprend pas grand-chose de plus que les carbures de silicium. Ça semble suivre la même tendance. Et donc, ça nous conforte dans l'idée d'une origine dans des étoiles de faible masse qui modifient peu cette composition isotopique en silicium. Pour le magnésium, c'est un peu différent. Parce que pour le magnésium, on s'aperçoit que même si la plupart des grains vont suivre un peu cette tendance, il y a quand même des déviations relativement importantes de cette évolution chimique de la galaxie. Et donc, ça doit être d'autres processus qui interviennent. Donc, la manière dont je vois la chose, c'est la bande violette, ça, ce serait les étoiles de faible masse. Cette bande orange, avec des appauvrissements en magnésium 25 et des enrichissements en magnésium 26, ça peut toujours être des étoiles AGB, mais de masse un peu plus importante. Parce que dans ces étoiles de masse un peu plus importante, on va atteindre des températures qui vont permettre en fait, détruire le magnésium 25 à la faveur de l'aluminium 26, qui va finir par décroître en magnésium 26. Donc, ça expliquerait ces appauvrissements en 25 et ces enrichissements en 26. Et en revanche, il y a ces grains-là, avec d'importants enrichissements en magnésium 25, qui, eux, ne sont pas explicables, en effet, par ces étoiles de faible masse. Donc, on s'est un peu focalisé là-dessus également. Mais au lieu d'invoquer une supernova, une origine dans des supernovas, on s'est intéressé à des étoiles qui sont très, très souvent mises de côté dans ce type d'études-là, et même dans les études de nucléosynthèse stellaire. Et ce sont les étoiles dites super AGB, qui sont en fait des étoiles de masse entre 6 à 10 masses solaires, et qui ont une nucléosynthèse proche des étoiles AGB, mais du fait de leur masse, elles atteignent des températures plus importantes, et du coup, on peut avoir accès à d'autres processus, ou d'autres processus d'une nucléosynthèse vont être plus efficaces. Et nous, on a imaginé un système binaire avec une étoile super AGB qui perd de son matériau, de son enveloppe, à une étoile compagnon de composition solaire, et qui expliquerait un peu cette dilution qu'on observe des compositions isotopiques des grains qui vont vers des compositions proches solaires. Le problème, c'est qu'il y a très peu de modèles de nucléosynthèse de ces étoiles. En fait, il n'y a que 2 auteurs ou 3 qui sont intéressés à ça. Et les plus récents sont ceux de Caroline Doherty de la Monash University en Australie, où elle a pris des étoiles de différentes masses et de différentes métallicités. Et elle a également pris différents vents stellaires, mais elle s'est principalement focalisée sur un seul cas de vent stellaire. Donc ça, c'est un détail. Et donc, moi, j'ai pris ces modèles de nucléosynthèse. J'ai ôté ceux où les étoiles devenaient riches en carbone très rapidement et qui donc ne peuvent plus produire de silicate ou d'oxyde présolaire. Et j'ai comparé le peu de modèles qui me restaient avec mes mesures. Et tout de suite, je me suis aperçu que même si ça semblait s'approcher des compositions que j'observais, c'était loin d'être parfait et ça ne correspondait pas parfaitement, ni pour le magnésium, comme on peut le voir ici, ni pour l'oxygène, bien que ça s'en rapproche, mais on n'atteint pas ces compositions extrêmes en oxygène. Et ça marche relativement bien pour le silicium, mais là, les barres d'erreur ne nous permettent pas de dire si ça marche à la perfection ou non. Donc, on aurait pu s'arrêter là, se dire que, en effet, c'était une fausse piste, les étoiles super AGB, ce n'est pas la solution, il ne reste plus que les supernovas, c'est la seule solution possible. Sauf que, quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans tous ces modèles de nucléosynthèse d'étoiles AGB, tous ces modèles ont un paramètre qui décrit en gros la convection dans l'enveloppe, et ce paramètre est toujours systématiquement fixé à la valeur solaire. C'est le paramètre MLT, de Mixing Length Theory Parameter, un paramètre alpha qui décrit en effet comment une poche de gaz d'une certaine température va se déplacer jusqu'à atteindre un équilibre isothermique. Sauf que des observations montrent que pour des étoiles plus massives que le Soleil, ce paramètre doit être beaucoup plus important. Alors, Caroline Doherty et son équipe étaient au courant de ça, et ils ont décidé de multiplier ce facteur par 1,5 voire 2 et voir l'effet de cette multiplication de facteurs sur la nucléosynthèse. Et tout de suite, ça marche beaucoup mieux pour le magnésium 25. Ça marche aussi pour le magnésium 25 et 26. Donc là, on tombe un peu dans le champ de nos compositions. Ça marche également mieux pour l'oxygène, bien que ce ne soit pas parfait. Et ça marche toujours pour le silicium. Le problème, c'est qu'elle a fait ça que pour une seule masse et que pour une seule métallicité. Et on est limité à l'heure actuelle par ça, on n'a pas davantage de modèles. Donc là, ce serait très intéressant. Je pense que les étoiles AGB, super AGB restent une piste valable.
Ce serait intéressant d'avoir des modèles pour d'autres masses et d'autres métallicité parce que je pense qu'on pourrait expliquer ce qu'on observe. Et du coup, ma diapo résumée sur cette étude et ma vision serait que ces grains qui ont ces compositions dans la zone verte, on n'a pas forcément besoin d'évoquer une supernova, ça peut être des étoiles AGB. Le reste, ça peut rester des étoiles de faible masse à masse intermédiaire. Mais quoi qu'il en soit, en effet, notre vision de ces groupes 1, 2, 3, 4 est en train de changer et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Donc pour terminer, je vous laisserai sur cette diapo de résumé. Les grains présolaires, sont des toutes petites phases minérales qui ont une très longue histoire et qui en fait nous permettent de sonder directement l'intérieur des étoiles et de suivre notre galaxie, mais nous permettent également de contraindre un peu certains processus du système solaire. Et je trouve que c'est un des objets d'étude les plus intéressants qu'on ait à l'heure actuelle encore. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Maximilien. Merci. On peut, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, il faut activer votre micro et puis la poser. Oui, Maximilien, est-ce que je peux poser une question? C'est François Guyot. Oui. Ouais. Bonjour Maximilien. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Et je me demandais, tu as peu parlé de la nature minéralogique des silicates présolaires. Est-ce qu'il y a une information intéressante à tirer de cette minéralogie? Est-ce qu'il y a des choses à dire ou est-ce que cette minéralogie est effacée complètement par des processus solaires en fait? Alors, c'est une très, 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 très bonne question. Non, on tire énormément d'informations, en effet, de la minéralogie. Là, je parle plus en termes de structure cristalline d'abord, donc en termes de composition minéralogique. Les carbures de silicium, par exemple, la plus grande partie d'entre eux semble avoir la même structure minéralogique, qui est une structure de type 3R, comme ils l'appellent, donc je ne suis pas expert en la matière. Ça nous donne des informations sur les conditions de pression et de température de formation de ces grains, donc dans les éjections, donc dans les vents stellaires des étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que les plus gros d'entre eux c'est jamais un seul gros grain, ce sont des agglomérats de petits grains, mais que, par exemple, le plus gros carbure de silicium qu'on ait, qui est un grain de 25 microns, qui est un agglomérat de carbure de silicium de plus petite taille, lui présente des structures minéralogiques différentes qui témoignent de pression et de température différentes, et on a encore du mal un peu à réconcilier tout ça. Ce qui est intéressant également, c'est que souvent, ces carbures de silicium ont des inclusions, par exemple de fer-nickel ou de titane, ou même de carbure de titane en leur sein. Et ça nous dit que ça nous donne un peu une histoire de la condensation de ces grains, où on pense que ces petites inclusions peuvent servir de noyau de nucléation, peut-être à la formation de ces grains. En ce qui concerne les silicates et les oxydes, là, c'est encore très intéressant, mais plutôt en termes de composition chimique, c'est-à-dire que certains ont une composition de type olivine, d'autres ont une composition de type pyroxène, et beaucoup ont une composition intermédiaire. Et ça c'est intéressant aussi d'un autre point de vue, qui est que, j'essaie de me souvenir un peu en détail, voilà, ce qui est qu'en fait, d'après des expériences en laboratoire, on sait que ceux qui ont une composition de type olivine ou ceux qui ont une composition de type pyroxène sont des condensats directs, c'est-à-dire des condensats directs dans les vents stellaires. En revanche, il semblerait que ce ne soit pas le cas pour ceux qui ont des compositions intermédiaires, et on pense que d'autres processus interviendraient. Et d'autres processus, comme en effet des processus qui peuvent intervenir dans le milieu interstellaire diffus avec de la spallation ou des chocs ou le fait d'être soumis à du rayonnement cosmique et ce genre de choses-là. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en effet, c'est également une mine d'informations et notamment, par exemple, le graphite, on retrouve aussi de temps en temps au cœur des graphites, par exemple, des carbures de titane qui nous montrent qu'il y a eu un changement d'environnement à un moment où ce cœur de titane et ensuite on va dans un environnement très, 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 très riche en carbone où on ne forme plus que du graphite. Et ça nous donne des informations sur les températures de l'environnement et la pression en gaz de l'environnement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah non, si, merci beaucoup. Merci.
Et du coup, enfin, juste pour faire suite à la question de François, donc on a principalement des informations chimiques sur ces porteurs, pas trop, enfin, à part le SIC, mais pas trop cristallographique en fait. J'ai l'impression, d'après ce que. On en a de plus en plus. L'inconvénient, c'est que du fait de leur petite taille, c'est plus simple pour les carbures de silicium qu'on arrive à isoler, presser dans des feuilles d'or. Donc, on peut faire du fib et du mètre très facilement entre guillemets, sur ces grains-là, parce qu'ils restent très, très petits. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les silicates et les oxydes présolaires, parce que enfin, moi, je me suis amusé à faire ça aussi durant mon postdoc, mais alors faire du fib sur ces choses-là, sans les détruire, en étant sûr qu'on est au bon endroit, qu'on n'est pas en train de faire une section fibre sur, complètement à côté et qu'on a détruit le grain en fait dans le processus, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver des grains relativement gros et ensuite retourner, retourner au MEB pour essayer de les localiser. Et c'est très, très, très dur parce que vu que c'est des silicates comme la matrice, les distinguer de la matrice, c'est très, très compliqué. Mais ça se fait de plus en plus, on y arrive de mieux en mieux et ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai des questions par écrit. C'est Laurent, j'ai une question pour Maximilien. Ah, salut Laurent. Salut. La question que je voulais te poser, c'est quand tu vas faire des images en césium et puis ensuite en oxygène derrière, tu as d'abord regardé les isotopes de l'oxygène, puis après tu vas regarder les isotopes de l'aluminium, par exemple. Comment tu peux être sûr que tu n'as pas intégralement consommé le grain lors de la précédente analyse ou que pendant la préimplantation avec l'oxygène, tu ne vas pas le dézinguer? Je ne sais pas si tu me vois, mais mon hochement de tête devrait te répondre. On ne peut pas. Le seul moyen d'être sûr qu'on n'ait pas détruit le... En fait, c'est le problème, c'est que quand je fais ces analyses en isotope de l'oxygène et qu'ensuite je vais faire ces analyses en magnésium, j'essaie d'être, tu vois, toutes les différentes étapes où je zoome progressivement pour être sûr que je suis au bon endroit. Mais en effet, moi, je vais considérer que le grain est toujours là si j'ai une anomalie, en gros. Après, quand je n'ai pas d'anomalie, dire que le grain n'a en fait pas d'anomalie en magnésium ou que le grain a été complètement consommé dans la mesure précédente, je ne peux absolument pas le dire. Ça, je ne peux pas du tout le confirmer. C'est les limites de ces types d'études où on ne peut pas tout mesurer d'un coup parce qu'on doit changer de source. Ça te répond? Oui, merci. Et du coup, question un peu subsidiaire avec ça, est-ce que vous aviez essayé de déterminer les vitesses d'érosion en utilisant la source RF plasma? Moi, je ne l'ai pas fait. Je t'avouerai honnêtement que je ne sais pas du tout si ça a été fait. Larry semblait dire qu'en gros, dans une session, dans une mesure d'une heure, on n'enlève que quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres, mais j'ai jamais su d'où il tenait cette information. Si c'est Kameka qui lui avait dit ça, mais vu que ça dépend du type de matériau, je ne pourrais vraiment pas te dire. Je n'ai pas cherché à mesurer ça. Ok, merci. Moi, je pense que c'est plutôt quelques dizaines de nanomètres, parce que si tu fais une heure d'analyse, c'est plus que quelques nanomètres. Oui, mais je n'ai pas dit dizaines de nanomètres? Ouais, c'est moins de 100 nanomètres, je pense. Parce que les courants sont assez faibles et l'oxygène, il pénètre pas trop. Bon, allez. Ouais. Je vais laisser la place à d'autres questions. Ok. Il y avait une question par écrit, du coup, qui commençait par dire que c'était une super présentation et très claire pour les néophytes. Et donc, la question est qu'est-ce qui définit une étoile AGB? Qu'est-ce qui détermine sa structure spécifique par rapport à une étoile de type solaire? Ce qui va déterminer principalement une étoile AGB, c'est où elle se situe dans ce diagramme température et luminosité, tout simplement. C'est comme ça qu'on identifie en fait les différents types d'étoiles. Ensuite, ce qu'il a défini en termes de structure, c'est le fait, en effet, qu'elle ait cette coquille de fusion de l'hydrogène, cette coquille de cendre de fusion de l'hydrogène et cette dernière coquille de fusion de l'hélium. Et le fait que ces deux coquilles de fusion s'activent de manière alternée dans ce qu'on appelle les thermal pulses. C'est ça qui définit en fait un peu ces étoiles AGB, parce que c'est un événement qu'on ne retrouve pas dans les géantes rouges et qu'on ne retrouve pas dans les étoiles de la séquence principale comme le Soleil en ce moment. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Donc, Guillaume, moi, c'est plutôt une question de curiosité de non-spécialiste.
pour revenir à notre système solaire, bon, généralement, quand on regarde une composition globale du cortège planétaire, la Terre en particulier, on dit souvent que c'est assez peu éloigné d'un modèle solaire, donc ça veut dire qu'on a du fer dans notre Soleil. Et donc notre Soleil, c'est quoi? C'est une étoile assez jeune qui a été polluée par des événements qui ont réussi à générer du fer et tout le cortège d'éléments plus lourds. Comment tu pourrais qualifier notre Soleil, quoi, en termes Eh de... ben, en fait, c'est une excellente question parce que c'est pas très résolu à l'heure actuelle. En fait, on aurait tendance à dire que le Soleil, c'est une étoile un peu lambda parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étoiles autour de nous qui ont à peu près le même âge et à peu près la même métallicité. Et que du coup, oui, c'est une étoile relativement jeune qui s'est formée dans un environnement pollué. Mais quand on regarde, par exemple, cette corrélation du silicium-30 et du silicium-29 qu'on retrouve dans les carbures de silicium, euh, le problème, c'est que la pente, ce n'est pas une pente de 1, c'est une pente de 1,3. Et une des solutions qui a été avancée pour expliquer cette pente, ça a été de dire le Soleil, il n'est pas aussi typique que ça. Le Soleil, il est atypique. Et du coup, on devrait décaler un peu sa composition. Il serait un peu plus riche, par exemple, en silicium-30. Et ça décalerait tout sur cette pente de 1,3. Et il y a des simulations de galaxies en ce moment qui ont été faites notamment par un collègue à la Carnegie qui semble suggérer que le Soleil ne serait pas tout à fait normal, entre guillemets, mais ça semble être un sujet de tension à l'heure actuelle entre des astrophysiciens. Donc, moi, j'aurais tendance à dire oui, c'est très simple, c'est une étoile jeune qui s'est formée dans un environnement pollué avec un peu plus de fer. Là, la catégoriser d'étoiles parfaitement normales et d'archétypes de ce qu'on peut voir autour de nous, je ne me mouillerai pas à répondre à cette question en revanche. Merci. Il y avait une deuxième question. Oui, moi. Ah, Emmanuel. Voilà, j'apparais sous le nom de mon papa parce que j'ai pas le son sur mon ordinateur, mais c'est bien moi. Ma question était toute petite. Donc, tu as mentionné une population de grains qui avait qui n'était pas ton intérêt principal, mais qui avait un excès en delta Mg26. Est-ce qu'on a pu traduire ça en rapport à l'uranium-26 sur 27? Oui. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, pas du tout, mais oui. Alors, ça se fait, on le fait de manière systématique en général. Ça vient d'étoiles de AGB de type groupe 2 plutôt en général parce qu'elles sont un peu plus lourdes et on peut commencer à avoir des processus de mélange un peu plus compliqués et à plus haute température qui activent en effet cette formation d'aluminium 26. En revanche, la manière dont c'est fait, c'est qu'ils prennent une valeur de RSF dans la nanosims, donc le Relative Sensitivity Factor, qui leur permettent pour l'aluminium 26, pardon, qui leur permettent de calculer la concentration initiale en aluminium 26 et ils prennent toujours la même. Ça, je pense que c'est un gros biais. Ils le font comme ça systématiquement. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et oui, ils s'en servent également pour définir de quel type d'étoile ça vient. Oui. Donc, vous mesurez en même temps l'aluminium, je veux dire, quand vous faites... Indirectement, oui. Oui, on mesure l'aluminium 27, oui, pardon, en même temps. Oui. Oui, j'ai pas mis tout ce que je mesurais d'un coup, mais oui. D'accord. Ensuite, Guillaume, Avis a une question. Oui, salut Maximilien, merci pour la présentation, c'était très chouette. Je ne sais pas si tu l'as dit, j'avais une question, c'est par rapport aux commentaires sur à quelle profondeur vous creusez avec la NanoSims. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez potentiellement explorer s'il y a une variation de composition isotopique à l'intérieur d'un grain présolaire, ou est-ce que c'est des choses que les gens ont vues ou ont essayé de faire? Alors, nous, on ne s'est pas amusé à le faire, mais je me souviens avoir lu un papier d'Étienne Deloul qui s'amusait à faire en effet de la composition isotopique 3D de grains avec la SIMS 1280. Donc, si c'est faisable avec la SIMS 1280, j'aurais tendance à dire que ça devrait être possible avec la NanoSims. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est amusé à faire. En revanche, ce qui est fait souvent, c'est que vu que les carbures de silicium sont faciles à isoler, il y a de plus en plus d'études à la sonde atomique qui sont faites sur ces grains. Donc là, on peut avoir une composition isotopique en 3D de ces grains-là. Je ne pense pas qu'on est prêt de le faire pour des silicates et des oxydes, vu que le travail d'extraction au fil est déjà très compliqué.
et qui sont beaucoup plus fragiles que ces carbures de silicium. Donc, c'est indirectement, pas avec la nanosims, mais avec la sonde atomique, ça se fait pour certains grains. D'accord. Parce que c'est super intéressant parce que ça suggère que d'habitude on prend un grain présolaire et sa composition comme étant issue de l'étoile, mais si on n'est pas certain que c'est vraiment sa composition bulk ou s'il y a des variations à l'intérieur d'un même grain. Ouais, merci beaucoup pour ta réponse. Pas de souci. Et c'est vrai que ça soulève une très très bonne question. C'est qu'il y a un phénomène que je n'ai pas du tout mentionné dans l'étude, mais qu'on prend en compte, qu'on essaye de contraindre autant que possible dans ces analyses, c'est qu'on a ce grain qui a une composition très atypique, qui est enchâssé dans une matrice grain fin de composition solaire. Et nous, on essaie de détecter ce grain avec un faisceau qui a une forme un peu de gaussienne. Donc le problème, c'est qu'on a un phénomène de dilution du signal dû au queue de la gaussienne, en fait, où on mélange la composition du grain avec la composition solaire. Mais savoir dans quelle proportion ce phénomène de dilution a lieu, c'est très compliqué. Et à l'heure actuelle, pour ces grains présolaires, c'est qu'on a fait des simulations en fait, de grains présolaires avec des compositions fixées et qu'on a regardé en fonction de quelques paramètres comment cette dilution varie en fonction de la taille du faisceau, en fonction de la taille du grain, en fonction de la composition du grain. Mais en fait, les compositions qu'on vous montre, vous dire ça, c'est la composition exacte du grain, on ne peut pas le savoir. En plus, si la météorite a été un peu altérée ou un peu chauffée, il est possible qu'il y ait eu des phénomènes de diffusion ou d'altération du grain qui ont également changé un peu sa composition isotopique. Donc, il y a fort à parier pour que les compositions qu'on voit devraient initialement être beaucoup plus extrêmes que celles qu'on observe. D'accord, merci. Pas de souci. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup Maximilien pour ce chouette exposé. Revenez tous la semaine prochaine. Et puis on espère se revoir tous très bientôt. Et voilà. Encore merci Maximilien. Très bonne journée. Merci à vous tous. Merci d'être venus. Merci.